Bonjour et bienvenue sur Hero MRTLM, épisode basique numéro 15, planifier sa retraite, stratégie pour une vie paisible. Pourquoi planifier sa retraite? Le contexte en France. Le système des retraites est basé sur le régime obligatoire, incluant la sécurité sociale et les régimes complémentaires. De plus en plus, le système actuel pour les retraites ne suffit plus à beaucoup de personnes pour vivre correctement en maintenant son niveau de vie tel qu'il était lorsqu'il était actif. C'est pour ça qu'il faut avoir des solutions alternatives, des solutions d'épargne individuelle. Quels sont les risques d'une mauvaise planification ou d'une non-planification? En partant à la retraite, les gens partent du principe que justement cette retraite suffira à payer toutes les dépenses normales de la vie. Néanmoins, une fois arrivé à ce moment-là, moi j'ai déjà des amis qui gagnent beaucoup moins que prévu parce que les papiers ont été perdus, puisque le nombre de trimestres n'est pas pareil, les lois ont évolué. Votre pouvoir d'achat va diminuer en conséquence. Votre but est alors, dès maintenant, de préparer ce futur. Quelles sont les options d'épargne de retraite en France? Vous avez le plan épargne retraite, le PER, l'assurance vie, le plan épargne action, le PEA, et l'épargne salariale, le PEE. Le plan épargne retraite, plan d'épargne à long terme, destiné justement à préparer sa retraite. Il permet de constituer un capital pour la retraite avec des avantages fiscaux. Il est ouvert de 3 façons différentes. À titre individuel, pour tout le monde, à titre collectif, proposé par les entreprises, et à titre catégoriel, pour certaines catégories de salariés dans leur entreprise. Les versements, ils peuvent être libre ou programmé, on peut se dire tous les 2 mois, tous les 6 mois, je mets tel montant. Cette épargne est investie dans des fonds sécurisés, en général des fonds euros, ou dans des unités de compte, actions, obligations. Quand c'est dans des unités de compte, le risque est plus élevé et donc le rendement est un peu plus élevé. Pour le sortir tel que c'est dans le no, c'est à la retraite. Et vous choisissez de récupérer soit sous forme de capital, donc le montant d'un seul coup, soit de rente viagère qui sera fixe et à vie. Les avantages fiscaux du PER. La somme que vous versez sur le PER est déduite des impôts. Avantage pour le PER, vu que ce montant est déductible des impôts, vous pouvez planifier. Vous savez, si on part du principe que ce qui est valable maintenant sera toujours valable à votre moment d'arrivée à la retraite, vous réduisez vos montants d'imposition au moment où vous le faites et vous serez imposable sur le montant que vous sortirez à votre retraite en fonction si vous avez choisi un capital ou une rente. Pour le capital, vous savez combien vous allez gérer, combien vous allez sortir et combien vous avez d'intérêt. Ce qui fait que sur le long terme, vous payez moins d'impôts à effet immédiat tous les ans et vous pouvez calculer combien vous allez payer à la sortie. C'est aussi un des intérêts du PER. En cas de rente viagère, cela dépendra de votre âge. Il y a des décotes en fonction de l'âge de la personne, donc ce sera partiellement imposable. Vous pouvez sortir dans certains cas spéciaux l'épargne du PER, c'est-à-dire principalement achat de la résidence principale, décès du conjoint, invalidité sur endettement. Le deuxième type d'épargne, l'assurance vie. Très aimé par les Français, vous versez une somme fixe une fois ou de façon régulière et vous avez 2 choix, soit les fonds euros, soit les unités de compte. Donc les unités de compte, on a vu, c'est tout ce qui était actions, obligations. Pour les fonds euros, pendant très longtemps, ce n'était plus rentable du fait des taux qui étaient très bas. Les taux sont remontés, ça sera à voir. Personnellement, j'ai tout mis en unité de compte. C'est un peu plus risqué entre guillemets, mais je préfère. Il n'y a pas de capital de garantie sur les unités de compte. Sur les fonds euros, oui, par contre le rendement est largement inférieur. Pour les assurances vie, faites vraiment très attention aux frais. Ces petits frais-là de 1 ou 2% vous grèvent littéralement tous vos bénéfices. Pour l'assurance vie, il y a 2 phases. La phase d'épargne, vous versez régulièrement ou une seule fois, et après vous gagnez des intérêts qui sont investis et qui permettent une recapitalisation. La deuxième phase, phase de rachat ou de sortie, vous pouvez récupérer votre argent de façon partielle ou totale. La fiscalité dépend de la durée du contrat. Après 8 ans, ils sont plus favorables. Votre argent n'est donc pas bloqué, mais fiscalement, si vous voulez les bénéfices, il faut attendre plus 5 à 8 ans. Les gains sont imposés selon un prélèvement forfaitaire ou un barème progressif. Par contre, vous avez un abattement annuel de 4 600 € par personne, 9 200 € pour un couple. Vous pouvez sortir
tous les ans 9 200 €. Cela peut être intéressant vraiment comme un complément. Je le répète, ça c'est pour la vision de long terme. On sait qu'on va pas avoir assez de revenus avec la retraite et on utilise différents moyens. On va prendre un petit peu avec le PER, un petit peu avec l'assurance, un petit peu avec le PEA, en utilisant les avantages fiscaux pour avoir un niveau de vie acceptable à la retraite. Autre avantage, on parle d'assurance vie, transmission du capital. Que va-t-il se passer après notre décès? Lorsque vous souscrivez votre assurance vie, vous effectuez un contrat et vous donnez le nom des personnes qui seront bénéficiaires de ce contrat et le pourcentage. Si vous commencez à avoir des grosses sommes, cet argent ne sera pas perdu car vous pouvez en plus exonérer jusqu'à un peu plus de 150 000 € par bénéficiaire. Donc ça peut vraiment les aider, contrairement à une succession normale où le montant sera imposable. C'est aussi partie des gains. Le PEA, plan épargne action, épisode 7 des épisodes basiques, un petit récapitulatif de ce que c'était. Cela permet d'investir sur la bourse européenne avec des avantages fiscaux. Vous devez détenir ce PEA ou ce PEA PME pendant 5 ans. Sinon, si vous sortez votre argent de ce compte, il est détruit. C'est le petit malus, vous devez attendre 5 ans. Par contre, vous n'avez pas la flat tax à 30%, vous n'avez que 17,2 les prélèvements sociaux. Moyen très intéressant pour du long terme de faire fructifier votre argent sur des actions européennes. L'épargne salariale ou plan d'épargne salariale, le PEE. Certaines ne le font pas. Cela permet aux salariés d'épargner dans des valeurs mobilières comme des obligations ou des actions, ou même dans l'entreprise où vous êtes. Le versement s'effectue via une partie de votre salaire ou de vos primes de participation, d'intéressement ou des abondements. Les versements sont volontaires ou faits par l'entreprise. Pour l'épargne salariale, le PEE, les fonds sont bloqués pendant 5 ans. C'est la même durée que pour le PEA, par contre là les fonds sont bloqués dans le PEA, vous pouvez les sortir avant 5 ans, vous perdez juste tous les bénéfices du PEA. Dans le PEE, vous ne pouvez pas, sauf certaines conditions. Mariage, naissance, achat de maison principale, avantage fiscal, les plus-values sont exonérées d'impôts, hors bien entendu, contribution sociale, après 5 ans. L'abondement versé par l'entreprise est exonéré d'impôt sur le revenu. Ça peut être également intéressant. Nous venons de voir les différents types d'épargne en France pour la retraite. Par contre, posons-nous la question. Quel montant me faut-il pour vivre avec mon même niveau de vie? Pour ça, il faut planifier vos dépenses mensuelles habituelles. Si vous avez acheté une maison, vous n'aurez plus de crédit. Sinon, il faut penser à la location, au loyer. Les frais de santé, plus on vieillit, plus on a tendance à avoir des frais de santé qui augmentent. Les frais de loisirs, on veut peut-être plus voyager, et ainsi de suite. Statistiquement, il faut prévoir 70% de ce que l'on gagnait lorsqu'on était actif pour maintenir un niveau de vie similaire. Avec ça, vous avez calculé le montant dont vous avez besoin. Maintenant, il faut calculer la somme mise de côté pour pouvoir atteindre ce niveau de vie. Une des façons de calculer les plus courantes est la règle des 4%. Personnellement, je table plus pour la règle des 5%. Donc je change un petit peu les chiffres, mais chacun fait comme il veut. La règle des 4% fait que vous prenez le montant total de tous vos investissements. Vous êtes censé récupérer 4% minimum par an de cette valeur totale. Et de ce fait, en prenant ces 4%, vous continuez à vivre avec le niveau que vous avez décidé d'avoir sans toucher à ce capital. Si vous voulez 30 000 € annuels, vous devez disposer d'un portefeuille de 750 000 €. Si vous faites 750 000 € x 4 divisé par 100, vous obtenez 30 000 €. Je vous montre un petit tableau que j'ai réalisé vite fait avec différents paliers par 500 € mensuels allant de 500 à 3000. La première colonne, c'est le montant mensuel. La deuxième, le montant annuel que cela représente. Sur le tableau que je vous fournis, j'ai les colonnes en montant net. C'est la somme que vous voulez avoir. Et il faut aussi, de mon point de vue, calculer la somme réelle, c'est-à-dire la somme brute, celle avant imposition. Je pars du principe que l'imposition sera de 30%, je ne pars pas sur toutes les exceptions et ça dépend après de votre patrimoine et de vos exonérations. Pour avoir ces 6 000 € nets, ça veut dire que vous avez payé 30%, ce qui fait que le montant brut doit être de 9 000 €. Ces 9 000 € représentent donc les 4% de votre somme à avoir. Sur l'exemple que je vous ai donné,
les 30 000, il fallait 750 000. Ça, c'est si on ne prenait pas les impositions en cours. C'est l'avant-dernière colonne. Si on ne tient pas compte de la position, oui, je toucherai bien 30 000 euros dans ce cas-là. Par contre, si je tiens compte d'une imposition à 30%, je dois détenir 1 115 000 euros sur mes différents comptes. La somme est beaucoup plus conséquente. 30%, c'est pratiquement un tiers de taxe. Vous pouvez recalculer si vous voulez. Vous faites 225 000 x 0,4, vous arrivez bien aux 9 000. Les 9 000, vous y retirez 30%. Vous obtenez bien 6 000 annuels qui donnent 500 euros par mois. J'espère que je ne vous perds pas, mais c'est vraiment à prendre en compte. Dans le tableau, je vous ai parlé des impôts, mais il y a autre chose de très important également à prendre en compte, c'est l'inflation. Cette inflation va grignoter vos économies aussi. Je vous ai mis un petit graphique sur 30 ans. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes à l'âge de la retraite, on imagine que vous avez des sources de revenus, que celles-ci vont rester fixes et que vous n'en avez plus d'autres, puisque vous partez vraiment en mode sur la retraite, je ne m'embête plus. Vous avez un revenu fixe, donc 100%, et au bout de 30 ans, on va dire entre 60 et 65 ans, l'âge de départ à la retraite, ça vous fait jusqu'à 90-95 ans. Après le tableau que vous pouvez voir, vous n'avez plus que l'équivalent de 60%, juste avec 2% d'inflation, que 60% de pouvoir d'achat. Votre pouvoir d'achat va diminuer. Avec une inflation à 2%, la première année, quelque chose qui coûte 100 euros, en vaudra 102 la deuxième année, ainsi de suite. Vu que vous avez des revenus fixes, vous allez perdre en pouvoir d'achat petit à petit. Et ça va se cumuler. Il faut aussi prendre en compte ceci. Ces stratégies-là, surtout quand on voit les sommes, ça peut paraître inatteignable. Ce n'est pas vrai. Pour y arriver, payez-vous vous-même. Vous avez peut-être suivi mes autres vidéos, épisode 10, justement, avoir un fonds d'urgence pour pouvoir ensuite investir. Automatisez le tout. Payez-vous en premier. Si vous ne le faites pas, vous attendrez toujours la fin du mois. Vous aurez toujours quelque chose pendant ce mois-là, ne serait-ce qu'un achat compulsif pour dépenser quelque chose auquel vous n'aurez pas besoin. En vous payant en premier, ces dépenses sont faites automatiquement, vous n'y pensez pas, et lorsque vous vous dites « est-ce que je peux faire cet achat compulsif ?» immédiatement, c'est non, puisque cette somme a déjà été mise de côté. Et diversifiez-vous. Là, je vous ai donné 4 exemples différents, vous pouvez faire un petit peu d'assurance vie, un petit peu de PEA, voilà, ainsi de suite. Chacun des avantages différents, et là, c'est bien dans un seul souci, la retraite. Ce ne sont pas des avantages pour maintenant. Si vous prenez une assurance vie pour juste avoir des avantages fiscaux sur 5 ans, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Entre les frais ou pas? C'est vraiment dans ce sens-là que j'utilise ces moyens d'épargne. Personnellement, l'assurance vie, j'en ai une, c'est nul. C'est totalement nul au vu des frais pour progresser en termes de capital. Par contre, pour mes proches, en cas de décès, là ça change tout. N'oubliez pas la vision des choses. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile pour mieux comprendre les différents comptes d'épargne, les avantages, les défauts, le mode de pensée à acquérir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un pouce. Au revoir.